Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex pour Blockchain Capital et on se retrouve comme tous les dimanches soirs pour faire le point sur une semaine qui a été absolument historique. On va revenir évidemment sur ces différents événements tout en essayant particulièrement de préparer la semaine qui arrive puisqu'il y a de très belles choses dans les prochains jours et il va falloir être à l'affût, être prêt pour les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous. Donc comme d'habitude, un gros point technique, fondamental, macroéconomique mais aussi microéconomique sur les marchés crypto, mais aussi sur les marchés financiers traditionnels. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un premier point sur le marché crypto dans le rouge ce week-end, comme vous le voyez avec moins 5,68% sur Bitcoin sur les 24 dernières heures, Ethereum en difficulté aussi et globalement une bonne majorité des alts qui ont été en souffrance. Si on regarde sur les 7 derniers jours, globalement c'est à peu près la même chose, même si on a un marché qui est un petit peu plus hétérogène, avec un Bitcoin qui a souffert davantage. On l'a vu et on le verra juste après en détail, notamment sur la deuxième partie de semaine, où Bitcoin a pris un petit peu tout à son compte. Et globalement, le marché des alts s'en est plutôt bien sorti, notamment grâce aux très bonnes performances d'Ethereum, dont on va reparler juste après. Alors, mon plan sur Bitcoin, quel est-il? Que va-t-il se passer? Je sais que c'est la question que vous vous posez tous. Est-ce qu'on va remonter? Est-ce qu'on va continuer de descendre? Etc. etc. Déjà, pour comprendre, il va falloir revenir un petit peu sur ce qui s'est passé durant la semaine. Rappelez-vous, mardi soir, fake news sur Twitter, les ETF sont acceptés dans un premier tweet partagé par la SEC, très très rapidement démenti par Gary Gensler, le chairman de la SEC. Première grosse phase de volatilité sur Bitcoin en soirée. On attend. Mercredi, c'était la date butoir. Et dans la soirée, ça y est, les ETF sont là, cette fois-ci, officiellement acceptés. Pas de fake news sur ce coup. Ok, on est bon. Dans un premier temps, relativement peu de réactions. Ensuite, on a commencé à corriger un petit peu. La journée du jeudi, c'est bien passé dans un premier temps. On est venu faire le nettoyage des 48 200 $ qu'on attendait. Je vous rappelle que c'était une zone qu'on surveillait particulièrement, notamment parce qu'il y avait énormément d'ordres à venir récupérer sur ce niveau-là. Mais, premier point important, nous n'avons pas réussi à casser de manière significative ce niveau des 48 200 $. Vous voyez qu'on l'a cassé dans un premier temps avec une clôture au-dessus de ce niveau, mais derrière, on a tout de suite enchaîné avec une bougie d'avalement baissière, une englobante baissière qui annule donc la cassure de ce niveau. Résultat derrière, correction assez importante, c'est ce qu'on vous avait annoncé d'ailleurs dans le serveur Discord. Le plan, c'était de vendre sur ces niveaux-là. Correction violente, très violente, notamment vendredi en fin d'après-midi, où on est même venu retoucher les 41 300 $. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. À nouveau, énormément de liquidation sur le marché crypto, un bon nettoyage qui était nécessaire. Mais attention, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est peut-être pas terminé. Juste avant ça, je vais vous expliquer quand même mon plan à court terme. À court terme, je considère que le BTC pourrait quand même remonter un petit peu, d'accord? Notamment pour venir rééquilibrer la baisse assez fulgurante qui a été effectuée depuis jeudi après-midi. Donc, c'est pas impossible que sur le début de semaine, demain, on constitue notre Monday Range en allant chercher justement un Monday High en direction des 45 000 $ avant d'entamer une chute plus importante. Pourquoi une chute plus importante? Alors ça c'est pareil, ça va dépendre de la clôture de ce soir. Eh bien, une chute plus importante parce que regardez, la clôture weekly sur Bitcoin, elle va pas être terrible. Si on reste comme ça d'ici ce soir, elle va clairement pas être terrible et on peut même considérer que c'est une bougie de retournement. En plus de ça, on est venu swept le high du mois de mars 2022. Donc là, on a atteint un niveau de résistance important et on est en train de faire une bougie de retournement. Donc là, ça y est, on peut considérer que potentiellement on est effectivement sur un top local. En plus de ça, on voit que la news de l'ETF n'a pas eu d'impact positif, elle n'a pas été rachetée. Au contraire, elle a été vendue plutôt. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on vous avait annoncé et expliqué depuis un long moment sur la chaîne YouTube et évidemment dans le serveur Discord. Et donc potentiellement, là, le marché va pouvoir commencer à respirer. Alors, quels sont les niveaux de respiration importants à surveiller selon moi? Et encore une fois, attention, ce n'est pas un conseil en investissement que je vous fais là, je vous partage mon plan, mes analyses. Moi, globalement, je vais avoir 3 gros niveaux clés. Le premier, celui des 38 000 $. D'accord? Assez simple, ok, c'est le niveau le plus proche.
ok, qui va être à revenir travailler selon moi. Le deuxième, ça va être celui des 32 000 $. Là, c'est le niveau sur lequel je compte me repositionner le plus fortement, de la manière la plus agressive. Pour moi, c'est vraiment le niveau de support, le niveau de polarité le plus important. Et si jamais, je dis bien si jamais, on ne vient pas réagir sur ce niveau des 32 000, alors là, potentiellement, on pourra réfléchir à un plus bas vers les, allez, on va dire globalement entre 22 et 24 000 $. Personnellement, ce troisième palier, il est, selon moi, assez peu probable dans la configuration actuelle du marché. Mais attention, on le verra tout à l'heure en faisant un point macroéconomique, il peut se passer beaucoup de choses sur ce début d'année 2024 et des choses que le marché n'a pas forcément, que les marchés n'ont pas forcément anticipé. Donc 38, 32 et dans le pire des cas, un retour plus bas, même si, voilà, c'est pas forcément le scénario qui, pour moi, a le plus de probabilité de se réaliser pour le moment. Ok ? Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous expliquer et ce que je pouvais vous annoncer sur Bitcoin. Mais attention, ce soir, c'est pas sur Bitcoin qu'on va passer le plus de temps et dont on va le plus discuter. Surtout que vous voyez que pour le moment, l'open interest est à plat, les funding, même chose. Le marché est très calme là ce week-end. Le marché est très calme, on verra demain comment ça va se passer. Je voulais revenir brièvement juste sur le lancement des ETF, même si je vous en ai déjà parlé. Ils se sont bien, tout s'est bien déroulé. Des records ont été battus en termes de volume, okay, sur les ETF spot Bitcoin, donc ça c'est quand même une bonne chose, mais on voit que ça n'a pas eu de répercussions sur le cours. Pourquoi je vous dis que ce soir on ne va pas particulièrement s'intéresser à Bitcoin? Eh bien parce qu'on va s'intéresser au top performeur de cette semaine, j'ai nommé Monsieur Ethereum. Et oui, c'est Ethereum qui a profité de l'arrivée des ETF spot Bitcoin et qui a surperformé, très clairement surperformé le cours du BTC comme vous le voyez juste ici. Ok ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Ethereum, en plus de ça, il a emmené avec lui un certain nombre d'altcoins qui ont refait des performances intéressantes. Et puis la rumeur qui arrive désormais, c'est celle-ci. L'arrivée, d'ici le mois de mai 2024, des ETF spot Ethereum, cette fois-ci. Alors il existe, vous le savez probablement déjà, des ETF futurs sur Ethereum, mais pas d'ETF spot sur Ethereum. Et selon certains analystes, notamment Eric Balchunas donc de Bloomberg, lui considère que d'ici le mois de mai, il y a environ 70% de probabilité qu'Ethereum, enfin qu'il y ait des ETF spot Ethereum qui soient acceptés. Ce serait évidemment là aussi un bon point pour Ether, mais attention, on pourrait se retrouver dans une configuration similaire avec un Bitcoin qui va retracer dans les prochaines semaines, Ethereum qui va prendre le relais dans les prochaines semaines en achetant la news d'un ETF et arriver au mois de mai, avoir une correction. Vous voyez un petit peu le truc? On pourrait se retrouver avec un début d'année 2023 qui pour Ethereum ressemblerait à ce qu'on a eu sur la fin d'année 2020, un début d'année 2024 pardon, qui ressemblerait à une fin d'année 2023 sur Bitcoin. Vous voyez un petit peu la comparaison qui peut être faite. Donc voilà, après c'est des estimations qui sont un petit peu plus à long terme. À court terme justement, mon plan sur Ether personnellement il est relativement simple. Ce que je vais chercher, c'est un petit peu de retracement à court terme, un petit peu de respiration, venir chercher de la liquidité, combler les déséquilibres du marché, à savoir notamment cette belle zone de FVG qui intervient dans notre zone de TE. Okay, si on trace un Fibonacci sur voilà, hop, cette impulsion haussière, eh bien on voit que tout ça intervient parfaitement dans la zone de TE. Donc j'ai placé un prix d'entrée pour le moment aux alentours des 2300 $. Il pourra être ajusté dans les prochains jours en fonction de l'évolution de la situation. Et après cela, l'objectif, ça sera d'aller chercher de la continuation haussière vers les 2008 ou les 2900 $. Ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà expliqué. Pour le moment, j'ai placé mon SL ici. Peut-être que si jamais on se positionne un petit peu plus bas, j'irai carrément placer mon SL sous la zone de polarité ici que vous voyez de support des 2100 $, d'accord, qui est pour moi très très importante et qui d'ailleurs fait un très gros travail depuis le début du mois de novembre. Okay, donc elle n'est pas du tout à négliger cette zone, au contraire. Au contraire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Ether. Donc comme je vous le disais, Ether il a profité de ça pour emmener avec lui un certain nombre d'altcoins. On l'a vu sur les 7 derniers jours, notamment les Layer 2, OP, Arbitrum, mais pas seulement. On voit aussi le TIA qui a très bien performé, d'ailleurs dont on avait parlé, rappelez-vous, la semaine dernière. Je vous avais dit que le TIA c'était un token très intéressant à surveiller. Résultat, depuis, il ne fait que monter, donc ça c'est quand même une très très bonne chose. Vous le savez, tous les dimanches lors du débrief hebdo, j'essaye de vous partager un token en weekly qui est dans une configuration intéressante, potentiellement pour du spot. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'Aptos.
Alors, attention, là, contrairement aux autres tokens dont je vous ai parlé les précédentes semaines, je suis un petit peu moins fan de l'écosystème, je suis un petit peu moins fan du token d'un point de vue fondamental, pardon, d'un point de vue tokenomics, mais si on regarde la charte en weekly et particulièrement en daily, on a quand même quelque chose de très très intéressant. Évidemment, toujours ces configurations qu'on a pu identifier sur d'autres altcoins, je pense à Lido, je pense au FET, je pense à Atom, je pense à UOS, etc., etc. Là, on a quand même quelque chose de très très clean qui pourrait nous permettre d'aller chercher de la continuation haussière potentiellement dans les prochaines semaines aux alentours de ce magnifique Equal High Daily qu'on a laissé en direction des 20 $. Donc attention, évidemment, je le répète, ce n'est pas un conseil en investissement, mais pour moi, on est dans une configuration haussière avec du potentiel pour potentiellement aller chercher un x2 dans les prochaines semaines. Évidemment, des altcoins, il y en a plein d'autres qui sont très intéressants. Si vous voulez en savoir plus et aller un petit peu plus en profondeur de ce point de vue-là, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Voilà pour le marché crypto. On va pouvoir basculer du côté des marchés financiers traditionnels. Encore une fois, pour tous ceux qui posent des questions dans le chat, continuez à le faire. Vous inquiétez pas, en deuxième partie de live, je répondrai à toutes vos questions et on prendra le temps d'échanger et de discuter. Ok ? Allez, comme je le disais, on passe donc du côté des marchés financiers traditionnels. Évidemment, on va parler de notre fameux dollar aujourd'hui qui est toujours un petit peu dans une phase de range depuis le début du mois de janvier, qui est toujours un petit peu scotché sur ces niveaux-là. Pourtant, cette semaine, on aurait pu s'attendre à de la volatilité, notamment puisque nous avons eu les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Donc comme prévu et comme on a pu le voir les précédentes semaines aussi du côté européen, l'inflation rebondit. En tout cas, le chiffre CPI, lui, a rebondi, contrairement aux chiffres CPI Core. Donc je rappelle que c'est le chiffre de l'inflation duquel on a ponctionné les prix, la volatilité pardon, des prix sur l'alimentaire et l'énergie. Donc vous voyez qu'on a quand même des chiffres de l'inflation qui restent encore très très éloignés des objectifs de la Fed, à savoir d'avoir une inflation qui repasserait sous les 2%. Pourtant, le dollar n'a pas tant que ça réagi à la hausse et les indices, on le verra un petit peu après, sont restés globalement sur des niveaux assez stables. On a même eu pour les indices américains des belles performances puisqu'on a eu un ATH sur le S&P 500. Mais ça, encore une fois, on y reviendra un petit peu après. Donc, des marchés qui restent confiants, qui restent sereins. On s'attend toujours à un pivot de la Fed pour le mois de mars 2024. Donc, pas le prochain FOMC mais celui d'après, et globalement le marché continue d'anticiper 6 baisses de taux au cours de l'année 2024. Ça, je vous ai déjà expliqué plein de fois que pour moi le marché se trompe, le marché est trop optimiste et trop ambitieux vis-à-vis de cela, et donc au moment où le marché va se rendre compte qu'il s'est trompé, ça peut entraîner du retracement assez important sur les actifs à risque, sur les cross assets, et un dollar donc qui lui repartirait à la hausse. Ok, donc ça c'était l'événement assez important voilà, de la semaine. Au-delà de ça, je voulais rajouter aussi les différentes interventions qu'on a eues des membres du FOMC, donc à savoir notamment M. Bostic et M. Williams, qui ont tous les deux rappelé que pour le moment, les objectifs n'étaient pas atteints, et tant que la Fed n'allait pas avoir de certitude sur le fait que l'inflation allait diminuer, continuer de diminuer dans ce sens, eh bien, il ne fallait pas envisager de baisse de taux. Donc pour le moment, les marchés anticipent des baisses de taux, mais c'est tout. Les membres du FOMC ne sont pas du tout unanimes sur une potentielle baisse des taux. Et si on regarde du côté européen, c'est encore pire. La Banque centrale, elle, européenne, n'a même pas évoqué la possibilité d'une baisse de taux. Et pourtant, les indices européens, CAC, DAX notamment, même le FTSE, même si c'est un peu différent pour le Royaume-Uni, ont énormément performé sur la fin 2023 en fonction de cela. Donc vous voyez un petit peu le déséquilibre qui s'est créé en fait entre le comportement du marché, entre les performances du marché et entre la réalité des choses. Et ça peut être problématique. Mais on y reviendra un petit peu après. Ok, donc ça c'était l'événement, un des événements principaux. D'un point de vue microéconomie, on a eu aussi des petits changements cette semaine puisque Microsoft a dépassé Apple en termes de capitalisation. Donc c'est quand même un gros changement, mais ça n'a pas forcément de répercussions directes sur les marchés. C'est une information importante. Et puis ça confirme voilà, le virage très pertinent qu'a pris Microsoft depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, qui revient un petit peu en tête de ce classement des 7 magnifiques et des grosses capitalisations de la tech aux États-Unis. Là où il y a encore quelques années, je vous rappelle, Microsoft était un petit peu délaissé, était un petit peu vu comme une entreprise ringarde, un petit peu has-been. Ok, donc voilà. Et puis,
Donc on a parlé macro, on a parlé micro, et là je vous fais un petit point aussi d'un point de vue géopolitique. La situation se tend en mer Rouge, le canal de Suez transite à l'arrêt. Regardez, le prix des transports maritimes, fret, qui s'envole. Et ça c'est problématique parce que ça va potentiellement entraîner une hausse du cours des matières premières, de certaines matières premières, et ça peut potentiellement être responsable d'un rebond de l'inflation. Vous voyez pourquoi tout est lié et pourquoi il faut absolument avoir une vision globale et prendre en compte ces différentes informations, ces différents paramètres. Parce que oui, ce qui se passe en Israël et en Palestine, ce qui se passe en mer Rouge, dans le canal de Suez, etc., tout ça va avoir un impact. Tout ça va avoir un impact, tout ça va avoir des répercussions. Donc ce ne sont pas des informations à négliger, à mettre de côté, surtout pas. Et évidemment que la Fed va avoir un œil très attentif sur ces informations-là. Ok ? Je reviens un petit peu en arrière. Donc, on a dit indice américain, nouvel ATH pour le S&P 500. Malgré ça, je considère quand même qu'on est plutôt sur une belle zone de vente. Mais le marché ne nous donne pas raison pour le moment. Donc, on va attendre de voir le cours redescendre, nous donner davantage de confirmation pour pouvoir nous positionner. Malgré ça, moi je suis toujours convaincu que ce premier trimestre 2024 va être baissier pour le S&P 500. On a énormément de choses à revenir chercher en plus d'un point de vue technique. En tout cas, je ne suis plus en position donc, sur le S&P 500. Nasdaq, lui aussi, nous a fait des performances un petit peu particulières. Là, je suis toujours en position. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu dans le rouge. Et là aussi, j'ai des convictions baissières sur le premier trimestre 2024. Malgré ça, si on vient passer le précédent plus haut, les 17 000 points, évidemment, j'annulerai ma position et on passera à autre chose. Le Dow Jones, lui, pas de position à moyen terme. Par contre, on a fait un trade chirurgical vendredi après-midi pendant la session de trading avec les membres premium. Franchement, ceux qui étaient présents, on s'est régalé sur le Dow Jones. On a fait vraiment l'entrée pixel sur le retournement. On a suivi le plan, on l'a pris ensemble et le prix a corrigé d'une manière extraordinaire. Ça a été super rapide en l'espace de quelques minutes. Hop, on est venu chercher les TP, donc plus quasiment 6 R sur ce trade pour finir la semaine en beauté. Donc franchement extraordinaire. D'ailleurs, je vous reviendrai sur les résultats de la semaine juste après qui ont été vraiment très sympathiques, notamment sur les marchés financiers traditionnels. Ok, donc ça c'est pour les indices américains. Du côté des indices européens, c'est sensiblement la même chose. J'ai aussi un biais baissier pour le premier trimestre 2024. C'est pour ça que je suis en position sur le CAC. D'accord. Alors potentiellement un début de semaine qui pourrait être haussier sur le CAC 40. Je pense que là le marché va digérer un petit peu les mauvaises nouvelles qu'on a eues de la Chine, notamment sur les spiritueux, qui a apporté un peu de pression vendeuse. Je m'attends plutôt à quand même de la correction 7300, 7100 points, ça va être mes zones de profit. Sur le DAX, même chose. Même si le DAX nous montre un petit peu moins de signaux de faiblesse, voilà, faut faire attention. Moi je reste vendeur pour le moment. Et pareil sur le FTSE qui commence à nous donner raison. Le FTSE qui commence à nous donner raison, ça fait du bien. On a d'ailleurs fait un renforcement de position sur le retest de ce niveau de résistance, donc sur les 7640 points en fin de semaine, pour aller chercher de la continuation baissière vers les 7500 points et pourquoi pas plus bas au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des mois. Ok, donc voilà. Il y a des positions qui se passent bien, il y en a d'autres qui sont un petit peu en stand-by entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles nous donnent ni raison ni tort pour le moment, mais globalement on est sur un très bon début d'année 2024 les amis. Voilà, petit point sur les résultats de la semaine, je vais vous montrer ça, voilà. Globalement c'est pas mal du tout. Alors on n'a pas pu trader sur tous les comptes cette semaine pour plusieurs raisons, manque de temps principalement, mais vous voyez notamment sur le compte Plutos, j'ai fait plus 7,53% cette semaine, donc c'est pas mal, très bon début de mois de janvier. Merci pour le follow sur Twitch CryptoBoo. Merci à toi et bienvenue dans le futur. Je suis depuis le début sur le compte Pluto, je suis à plus 14%. Je vous ai partagé les résultats en détail sur les réseaux sociaux. Donc franchement très content, plus 14%. Et là rien que cette semaine, plus 7,53%. Donc franchement c'est cool. Très bon année 2024. Attention, malgré ça, encore une fois je le répète, j'ai quand même des positions en cours. Par exemple notamment sur le Nasdaq, une position qui est dans le rouge. Donc là je parle de mes performances avec un PNL réalisé. Évidemment que là maintenant tout de suite si je clôturais ma position sur le Nasdaq, on ne serait pas à 7%, on serait à 5% plutôt sur la semaine. Donc je
fais cette petite précision pour être transparent avec vous et que vous compreniez bien tout ça, mais globalement un très très bon d'année, très très bon début d'année, je vais y arriver. Donc voilà, pas de gros changements, on reste dans nos lignes directrices. Ça s'est bien passé aussi du côté des commodities cette semaine avec ce petit trade à la vente sur le gold. Encore une fois, on a eu bon sur le gold, hein, globalement on se trompe relativement peu. Petite position aussi qui a été prise en vente sur le pétrole, donc position qui a été sécurisée avec une prise de profit partiel et un SL qui a été remonté à BE. On verra comment ça va se comporter à partir de demain, mais je vais être très très prudent parce qu'au vu de tout ce qui se passe et au vu de justement ce que je vous ai expliqué aussi ce soir, j'ai quand même plutôt un biais acheteur, un biais aussi, une réflexion acheteuse pour ce début d'année 2024 pour le pétrole. Ok, en tout cas pour le pétrole américain, l'US Oil, je précise. Donc WTI pour ceux qui demandent. Ok, donc voilà de ce point de vue là. Cette semaine, la semaine qui arrive, on va avoir quelques petits catalyseurs à surveiller, même si globalement on voit que le marché est très serein avec le VIX qui a d'ailleurs bien recorrigé sur cette semaine. On va avoir quelques petites choses à surveiller. On va faire un petit point donc sur le programme. Demain, ça devrait être une journée relativement calme selon moi. C'est férié aux États-Unis, d'accord? Donc ça va être tranquille. On va y aller doucement. Mardi, journée un petit peu plus dense avec mardi matin lors de la session de Londres, les datas sur l'emploi au Royaume-Uni, l'inflation en Allemagne. Donc là, chiffre très important, notamment au vu de notre position sur le DAX dont on a parlé précédemment. Là aussi, on devrait avoir un rebond de l'inflation en Allemagne avec le chiffre IPC qui devrait remonter à 3,7% contre 3,2% précédemment. Ok, mardi après-midi, pas de gros résultats du côté américain. Quelques petits chiffres, notamment au Canada, mais pas de gros catalyseurs. Mercredi, alors la journée très dense, une session asiatique importante à surveiller avec les chiffres de la croissance, notamment en Chine. Vous voyez le PIB sur le T4. Donc là, la croissance en Chine qui devrait repartir à la hausse, 5,2% contre 4,9% précédemment. Là, ça sera un chiffre important à surveiller puisqu'on connaît l'impact de la croissance chinoise sur les performances, notamment des grosses pondérations du CAC en France. Merci pour le follow sur Twitch, Derpose, bienvenue à toi. Donc ça, ce sera important. On aura aussi le chiffre du chômage en Chine. Session de Londres assez intéressante puisqu'on aura les chiffres de l'inflation en Europe. On a déjà eu les résultats prématurés dernièrement, mais du coup on voit que les chiffres devraient rester largement au-dessus des 3%. Et puis l'après-midi, du côté américain, pas mal de petites choses avec les ventes au détail principales. Je vous rappelle que c'est quand même un indicateur d'activité économique assez important. On aura à nouveau cette semaine, attention, ça il faudra surveiller, de nombreux membres du FOMC qui vont s'exprimer. Ok, et puis la production industrielle à nouveau. Sans oublier, pour bien finir la journée, un petit discours de notre chère Christine Lagarde et puis le Beige Book, donc le livre beige de la Fed, rapport important qui sera à lire et qu'on débriefera jeudi matin. Jeudi, journée assez clean. Pas de grosses data selon moi. Il y aura la publication du compte rendu de la BCE qui pourra être intéressante. Quelques petits chiffres sur le secteur de l'immobilier américain. Par contre, le chiffre important de la journée, ça sera celui-là, indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, indicateur d'activité économique aussi à ne pas négliger. Et puis on terminera vendredi avec des datas intéressantes du côté européen notamment et un nouveau discours de Christine Lagarde avant de finir avec les ventes de logements existants aux États-Unis. Donc pas de gros catalyseurs, mais quand même certains éléments, certains événements à ne pas négliger et à ne pas oublier. Merci pour le follow sur Twitch, T-Love, bienvenue à toi. Donc voilà. Évidemment tous ces résultats, merci pour le follow sur Twitch, j'ai pas vu le pseudo, désolé. Tous ces résultats, tous ces catalyseurs, on les suivra en live avec vous. Je vous ai partagé le planning de la semaine tout à l'heure dans le serveur Discord, donc je vous invite à venir voir ça. Encore une fois, pour tous ceux qui nous ont découvert ce soir, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. On arrive au terme de l'enregistrement de cette vidéo les amis. Pour tous ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions d'ici un petit instant. En tout cas pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.